da vel. A leveu, servijo buten, gwirioù a labo, pep trave distruge tam a tam gar gabitalouren, vid a bego ekonomikel. Avel ma vije ket tre war, man hu e gwirioù bugel den a mam douer a vout gwasket pontus. Me piou, zo kren war vi lag de bauez en distruge. Wechal wa be digine de nostel, an wa be roed aon da re haludus. A e poen zelm tam war gil, vi klas kompren penozom nem gave dam. Le syndicalisme d'aujourd'hui, il est extrêmement affaibli, mais ça a été fait d'une manière délibérée. C'est-à-dire les gouvernements de gauche et de droite, il y avait une volonté qui n'a jamais été affichée, mais qui était bien réelle, c'était de casser les bastions syndicaux qui existaient en France. Tout ça, ce sont des entreprises publiques qui ont été privatisées. Je pense qu'il y a un contexte aussi, c'est-à-dire on part de l'après 68 avec ce que j'appelle moi un bouillonnement des luttes dans les années 70, lutte sociale, lutte dans les usines et tout, mais aussi lutte des femmes, comité antimilitariste, même la question du nucléaire, enfin plein de choses, donc un bouillonnement qui renvoie à l'idée de la transformation de la société. Bon, voilà, la CFDT est vraiment là-dedans. Et puis, en fait, à partir des années 76, peut-être 77, ce bouillonnement des luttes, bon, il se fatigue un peu, je dirais. Et il y a les élections législatives en 78. Et là, la gauche, tout le monde pensait que la gauche allait devenir majoritaire, et elle ne l'est pas. Et donc là, il y a un peu... voilà. Et dans ce contexte-là, la direction de la CFDT, avec Edmond Maire, commence à dire « Oui, mais justement, la CFDT a trop été liée aux partis politiques. » Donc, ce constat, il est juste. En 1978, il y a eu un congrès qui a été très très important, qui s'est déroulé à Brest. Et il y a eu la publication de ce qu'on a appelé à l'époque le rapport Moreau. L'aile gauche et la CFDT, on n'était pas d'accord, mais le rapport Moreau, qui a été l'amorce du recentrage de la CFDT. La CFDT va dire, bon ben voilà, maintenant on revient sur, en gros, sur les revendications dans l'entreprise et des revendications. On ne croit plus au grand soir, on ne croit plus à la révolution, et donc il faut des choses qui sont compatibles et acceptables finalement par le système tel qu'il est. Tourner le dos finalement au syndicalisme de lutte et de transformation sociale, pour faire du syndicalisme d'accompagnement, des politiques néolibérales. On arrête de vouloir transformer le monde, on se recentre sur l'action syndicale, mais disons dans le bac à sable en gros. On ne sort pas du bac à sable, on négocie avec le patronat, avec les gouvernements, mais sans remettre en cause le système. En gros c'était ça, il n'y avait plus de remise en cause du système. Il y a eu 81-82, donc 2 années où il y a eu des avancées sociales. Il y a eu la retraite à 60 ans, les 39 heures, augmentation des salaires, développement des services publics, nationalisation de certaines entreprises stratégiques. Mais ça a duré seulement 2 ans. Quand même 80, l'arrivée de Mitterrand au pouvoir et d'un gouvernement PS-PC, avec des ministres communistes, enfin, etc. Bon, et une des conséquences de ça, c'est que le mouvement syndical en France, c'est-à-dire notamment la CFDT, mais aussi la CGT, vont être dans un attentisme extrêmement important. Les socialistes, quand ils sont arrivés au pouvoir, il faut voir que ça faisait des années qu'ils n'étaient pas au pouvoir. Donc ils ont eu besoin, quand ils sont arrivés au pouvoir, il manquait d'expertise. Il n'y avait pas beaucoup de hauts fonctionnaires qui étaient vraiment déclarés à gauche. Pour faire carrière, il fallait être plutôt de droite. Donc les énarques, les gens qui sortaient de l'école normale supérieure, les énarques, les polytechniques, tout ça, et ça ne courait pas les rues. Et du coup, le PS a très vite compris, et puis le PC aussi, qu'ils avaient besoin du concours de militants syndicaux de haut niveau, qui connaissaient bien le terrain, qui étaient des experts en matière sociale, quoi. Et donc, ils ont aspiré vers les cabinets ministériels. Et donc moi j'ai connu cette période-là où mes meilleurs amis, ceux qui m'avaient formé d'ailleurs, c'était des militants très compétents, très brillants.
Ils sont devenus membres du cabinet du ministre des PTT, membres du cabinet du directeur général de la Poste, de France Télécom, tout ça. Et j'avais un bon ami qui s'appelait Philippe Baudin, qui est même devenu directeur adjoint du ministre des PTT. C'était lui le vrai patron des télécoms, c'était lui au ministère. Alors au début, nous, on n'a pas trouvé ça négatif, dans le sens où on se disait, au moins, ce sont des amis à nous, ce sont des syndicalistes qui conseillent le pouvoir. Mais où on a commencé à rire un peu jaune, c'est quand on s'est aperçu que ces militants-là, surtout quand il y a eu le tournant de la rigueur en 83, finalement ils ont choisi leur camp, c'est-à-dire ils ont choisi le camp du pouvoir et non plus le camp des travailleurs. C'était très redoutable, parce qu'ils étaient dangereux finalement, parce que quand il y avait par exemple des grèves qui partaient, il n'y avait pas meilleur qu'eux pour dire comment il fallait finalement faire arrêter le mouvement, casser la grève en gros, quoi. En 1983, sous l'impulsion du ministre des Finances de l'époque qui s'appelait Jacques Delors, qui était d'ailleurs aussi ancien militant de la CFDT, il a lui proposé donc, que le gouvernement de l'époque impose des plans d'austérité assez drastiques dans le pays. Désindexation des salaires, remise en cause des services publics. Et là, le mouvement syndical, surtout CFDT, CGT, va mettre de côté complètement, va rester l'arme au pied, en disant on ne fait pas grève sous un gouvernement de gauche. C'est à ce moment-là que Edmond Maire va dire, je ne sais plus si en 83 ou en 84, il va dire la grève s'est dépassée. Et il y a la montée du chômage, il y a Edmond Maire qui va aussi dire on ne peut pas faire grève face à des chômeurs, en gros culpabilisant ceux qui ont un emploi. On ne voyait pas de possibilité de changer profondément le monde. Le seul horizon, c'était le néolibéralisme, en gros. Le marché était indépassable. Mon maire, il le disait, et Jacques Delors, ils étaient convaincus, eux, que si on libéralisait, finalement, c'est la main invisible du marché allait régler les problèmes. Thatcher disait, l'État n'est pas la solution, l'État est le problème. Et eux, ils le pensaient aussi. Ils finissaient par le croire. Et des syndicalistes qui avaient été pour l'autogestion, il y a eu une sorte de basculement idéologique et ils se sont laissés convaincre que finalement peut-être que si on rentrait dans des politiques néolibérales de libéralisation, on allait libérer les énergies et puis créer de la richesse. Et que par exemple, si les télécommunications, au lieu d'être administrées en tant que service public par l'État, si on les mettait aux mains du privé, on pourrait développer les services, faire baisser les tarifs et faire le bonheur des usagers clients et aussi des salariés. On a vu que l'histoire a montré que c'était une catastrophe. J'avais la responsabilité de la maintenance du réseau pour le Sud Finistère. On relevait les abonnés en dérangement dans les 24 heures. Quelquefois en quelques heures. Et ça marchait bien. Je peux dire que ça marchait bien. On était suffisamment nombreux, on avait le matériel qu'il fallait, donc les gars qui étaient là étaient compétents. C'était assurer un service public. Il fallait faire en sorte que les abonnés restent le moins longtemps en panne. Je pense qu'on a fait en sorte que ça fonctionne mal pour pouvoir justement remplacer les services, c'est sûr. La France, elle s'était engagée, notamment à travers l'acte unique européen de 86 qui avait été préparé par Jacques Delors justement, de rétrocéder dans le secteur privé marchand les services publics non régaliens. Le gouvernement Rocard, quand il a décidé donc de mettre en œuvre les engagements de la France en matière de privatisation, il fallait bien commencer par un secteur. Le secteur qui faisait saliver le plus le capitalisme international, c'était évidemment les télécommunications. C'était là qu'on pouvait faire le plus de fric en gros. Donc il a commencé par les PTT. C'est arrivé petit à petit. Alors un jour, un directeur est venu de Rennes pour nous expliquer comment ça allait fonctionner. Alors ce que j'ai retenu de son discours, c'est surtout quand il a dit qu'on n'était plus à l'époque où les gars des lignes se promenaient avec une bouteille de rouge dans la poche. Franchement, il y avait de quoi être écœuré, quoi. Au tout début, quand je suis arrivé, le service des lignes était encadré par des gens dont c'était le métier. Et quelquefois, ils avaient commencé comme simple agent technique. Or que ces gens-là, ils n'avaient jamais travaillé là-dessus. Et ils voulaient nous expliquer comment il fallait faire. Dans un premier temps,
Ils ont demandé aux exploitants publics, donc la Poste et Télécom, SNCF et EDF, mais surtout moi je parle de la Poste et Télécom, ils leur ont demandé de s'adapter au marché. La concurrence soi-disant libre et non faussée. Par la suite, on a vu arriver aussi des entreprises privées raccorder des câbles. Et donc des conducteurs de travaux, par exemple, qui avant avaient une équipe et faisaient des travaux, ben, tout d'un coup se sont retrouvés surveillants. Même les techniciens, pour finir, ils n'avaient plus, ils n'étaient plus sur leur métier, mais leur travail c'était de surveiller les entreprises. Et alors, il faut dire que ces entreprises, et comment on appelle ça, on est obligé de lancer des appels d'offres. C'était donc celui qui prenait le moins cher. Mais le moins cher, c'était pas forcément le meilleur. Et quand j'étais encore avec mon service là, à relever les dérangements, souvent on est arrivé, et donc des dérangements qui se sont produits parce que des choses avaient été mal faites. Je sais que ça nous coûtait quand même de l'argent à nous, parce qu'on ne pouvait pas récupérer directement le coût des réparations. Et ça arrivait souvent. Alors, autrement dit, l'argent que le centre avait pour faire certains travaux, ben, il ne l'avait plus. C'est souvent comme ça que les gouvernements procèdent. On enlève des moyens aux gens pour faire un bon travail, puis après on dit ben non, vous n'êtes pas capable de faire ça, donc voilà, on va mettre les entreprises à le faire à votre place. Le ministre donc des PTT, c'était Paul Quilès, il avait dit, quand Michel Rocard lui a demandé de mettre en œuvre une réforme de transformation du statut des PTT, il savait très bien qu'il allait avoir une forte résistance. Michel Rocard lui a dit t'inquiète pas, tu auras le soutien de la CFDT PTT et de la Confédération CFDT. Parce qu'évidemment, pour faire passer une réforme comme ça, sans le soutien au minimum d'un grand syndicat, et la CFDT à l'époque était le deuxième syndicat derrière la CGT, c'était pas possible. Quand je suis arrivé dans ce service des lignes, pratiquement tout le monde était syndiqué à la CGT. Et le service des lignes était bien soudé tout autour de... et se défendait bien par rapport à d'autres services. Je sais qu'on a eu des avantages chez nous, au service, que n'ont pas eu d'autres services. Télécom, parce que ils n'étaient pas comme nous, soudés. Et ça embêtait, ça gênait la direction. C'est aussi un peu pour ça, peut-être, qu'on a voulu casser ce service. Le remplacer le plus rapidement possible par des entreprises privées. Et ce service-là, il a disparu après que je suis parti. Il faut bien comprendre que la CFDT et le Parti Socialiste, à l'époque, bon, ils travaillaient main dans la main. Souvent, d'ailleurs, les gens qui étaient militants de la CFDT à haut niveau, ils étaient aussi adhérents au Parti Socialiste. Donc, ils étaient entre amis. Paul Quilès, donc, il a dit c'est bien gentil votre histoire, la CFDT va m'aider à faire passer ma réforme, très bien, mais à quoi ça sert d'avoir le soutien d'un syndicat si les troupes du syndicat, si les adhérents, les militants sont opposés et manifestent sous les fenêtres du ministère tous les 3-4 matins pour dénoncer la réforme. Rocard avait dit à Quilès, ben t'as raison. Il faut absolument qu'on demande à la CFDT de faire le ménage en interne. Donc en gros de virer ces gauchistes avant que tu lances ta réforme. Et là, va éclater deux grèves importantes, celle des camions jaunes. Donc les camions jaunes, c'est les camions qui transportent le courrier entre les centres de tri et les bureaux de poste. Et au même moment, d'ailleurs avant, la grève des infirmières, enfin des personnels hospitaliers, en particulier les infirmières. Et dans les deux cas, vont se mettre en place des coordinations. Avec l'idée que c'est quand même aux salariés qui sont en grève de décider la conduite de leur lutte. Ça, c'est extrêmement mal vu par les directions de la CFDT et de la CGT, mais en particulier de la CFDT, alors même que les équipes militantes de la CFDT sur le terrain vont soutenir ces coordinations, vont les appuyer, y compris matériellement, tirer les tracts, prêter le mégaphone. Et là, ça va rentrer assez vite en confrontation avec la direction de la CFDT confédérale et la CFDT Santé et la CFDT PTT. Sur les camions jaunes, que je connais mieux parce que moi j'étais au PTT, la direction des PTT laisse pourrir le mouvement pendant 15 jours, 3 semaines sans ouvrir de négociation.
décide quand même d'ouvrir des négociations parce que le mouvement dure et se radicalise, au sens où les camions vont bloquer les centres de tri, certains camions, les clés de certains camions sont même jetées dans les égouts. Il y a une journée de négociation qui se finit le soir à minuit, les négociations ne sont pas terminées, elles doivent reprendre le lendemain. On se quitte très tard le soir, à minuit, en se disant bon, on refait le point demain matin avec la fédération, donc le niveau national. Et le lendemain matin, quand je me réveille, j'entends aux informations à la radio que la direction de la CFDT appelle à la reprise du travail. C'est-à-dire que sans même consulter les agents en grève, sans même consulter les adhérents de la CFDT qui étaient dans le mouvement et en grève, la CFDT décide d'appeler à la reprise du travail. Et elle va même plus loin que ça, puisque elle va appeler la direction de la Poste à faire cesser le mouvement et à mettre en œuvre tous les moyens pour que le travail reprenne rapidement. Ce qui va entraîner l'intervention de camions de l'armée pour dégager les camions qui bloquaient les centres de tri. Là, ce n'était plus des affaires internes, c'était des affaires qui étaient contraires à notre vision du syndicalisme. On pressentait qu'il allait se passer quelque chose, parce qu'on sentait que c'était très tendu. Le bureau confédéral de la CFDT, donc la CFDT interprofessionnelle, ils ont considéré qu'il fallait arrêter la grève. Ils n'ont pas accepté que la CFDT de la région parisienne dise « nous, on n'appelle pas la reprise du boulot, on attend que ce soit les postiers en grève qui décident ». Et donc la confédération, le bureau confédéral et la fédération, se sont servis de ça comme prétexte pour suspendre tous les militants de la CFDT, PTT de la région parisienne. Brutalement, du jour au lendemain, en décembre 88, en plein congrès confédéral. Congrès confédéral, donc c'est Edmond Maire qui est encore secrétaire général, qui laisse la main d'ailleurs à son successeur Jean Caspar, et il dit il y a des militants qui n'ont plus leur place à la CFDT, ce sont des moutons noirs. Il emploie cette expression mouton noir. Là-dessus, une fois que les exclusions ont été annoncées, il y a eu un brouhaha terrible, il y a eu des applaudissements, il y a eu des gens qui ont protesté, dont moi. Et puis après, donc, les débats dans le congrès ont continué. Et à ce moment-là, Annick Coupé, elle a pris la parole, elle est montée à la tribune. Il y a des gens qui l'ont reconnue, qui ont hurlé en disant « non, elle est exclue, elle ne peut plus parler au congrès ». Parce que les gens disaient « coupez le micro, ne la laissez pas parler ». Moi, j'interviens au congrès au nom de plusieurs syndicats de la région parisienne. J'explique pourquoi les coordinations, on les a soutenues, pourquoi ce mouvement de grève au PTT, il était important, et pourquoi c'est inadmissible ce qu'a fait la fédération. Pendant qu'elle parlait, il y avait la moitié de la salle qui gueulait « mouton noir, mouton noir, mouton noir », et puis d'autres qui applaudissaient. C'était un brouhaha indescriptible. On me coupe le micro, je finis mon intervention, il devait me rester 1 minute, je ne sais pas, sans micro, en parlant assez fort quand même devant 2000 délégués, et avec, si tu veux, un congrès dont la moitié des gens m'applaudissent et l'autre moitié me siffle, tu vois. Plus la salle faisait du bruit, plus elle parlait fort dans le micro. Donc elle a terminé son discours, c'était vraiment, c'était incroyable. Et elle a déclaré que c'était un scandale, évidemment, les exclusions, et qu'elle appelait à la résistance. Donc on va évidemment réagir à ça, parce que nous on considère qu'on est légitime, on a tous été élus par nos syndicats, par nos adhérents, et donc on décide de créer ce nouveau syndicat, Sud-PTT, donc Sud pour Solidaire, Unitaire, Démocratique. Donc l'idée du socialisme autogestionnaire, de la transformation sociale, du lien aux mouvements sociaux, du féminisme, etc. Donc ça, c'était fondamental, c'est-à-dire d'être dans un syndicalisme de transformation sociale et pas dans un syndicalisme d'accompagnement tel qu'on l'a qualifié à ce moment-là de ce qu'était devenu la CFDT. En finir avec l'exploitation capitaliste et puis les politiques néolibérales, quoi. C'était ça le fondement, le projet politique de Sud-PTT. Mais aussi, l'idée, donc, c'était un syndicalisme démocratique. Le syndicat, il a un rôle à jouer de proposition, de donner les explications d'un cadre général, etc., de compréhension du monde dans lequel on agit, mais en même temps, l'idée c'est qu'on ne fait pas à la place des salariés. Et, ils ont fait une réunion de crise au ministère, entre le cabinet du ministre et la CFDT, et en disant il va y avoir une fuite, une hémorragie de militants et de structures CFDT qui vont passer à Sud. Il faut qu'absolument on casse la dynamique. Et donc ils ont décidé de monter un stratagème incroyable. Il y avait un centre de tri, le centre de tri de l'île Les Aisnes,
à l'époque en grève, reconductible. Ils ont demandé au directeur départemental de la Poste de rentrer dans le centre de tri, de s'enfermer dans le bureau du chef de centre, et puis en pleine nuit d'appeler les médias pour dire qu'ils étaient séquestrés. On a découvert le lendemain qu'il y avait 7 révocations. Tous les militants, évidemment, ils étaient tous concernés, mais ils ont ciblé sur 7, que de Sud. Alors qu'il y avait la CFDT, Sud et la CGT, tous les syndicats du centre étaient en grève. Et ils ont dit, mais comme ça va faire peur aux militants. Et ça va casser la dynamique. Beaucoup pensaient le syndicat Sud, c'est un ramassis de militants d'extrême gauche, et trotskistes, d'anarchistes et de libertaires. Ça va durer 1 an ou 2, ils vont finir par se chamailler entre eux et ça ne perdurera pas. Ces analystes-là avaient sans doute raison. Je pense que s'il n'y avait pas eu la répression qu'il y a eu à l'Île-les-Aisnes, jamais on se serait autant soudés dans l'adversité. Le plan Juppé, c'est une grande réforme de la sécurité sociale et il voulait supprimer les régimes spéciaux de retraite donc des cheminots. Il y a eu une grande grève qui est partie chez les cheminots, qui a bloqué tout le pays. Ça a été tellement fort que le gouvernement s'est dit on laisse tomber le changement de régime de retraite des cheminots parce que ça ne passera pas. Et on reste que sur la Sécu, qui concernait tout le monde. Les copains, c'était Henri Sellier, c'était un militant qui est de Toulouse, qui était secrétaire général des cheminots, et il nous avait expliqué qu'il venait d'apprendre dans la journée que le gouvernement retirait son projet pour les cheminots, et que donc la grève allait s'arrêter, parce qu'il dit on ne va pas continuer à faire grève puisqu'on a gagné. Et donc il avait dit les cheminots ne reprendront pas le travail au lundi ou plutôt mardi, mercredi. S'il y a d'autres secteurs qui sont prêts à s'engager dans la lutte, pour défendre le statut et combattre le plan Juppé, il y a une fenêtre de tir là qu'il ne faudra pas louper. Quoi. De 2 jours quoi. Ouais, de 2 jours, ouais. J'ai dit il faut bien qu'il y ait un centre qui démarre. Ça s'est passé à Saint-Brieuc, donc on arrive à minuit, on fait une assemblée générale du personnel du centre de tri de Saint-Brieuc en pleine nuit. J'ai appelé immédiatement Annick, Coupé, et je lui ai dit Annick, c'est parti, Saint-Brieuc est en grève. On est en grève depuis une demi-heure, il y a un quart d'heure on est en grève. Et je lui ai dit ce serait bien que tu faxes à tous les syndicats de France qu'il y a un centre de tri en grève. Et en 24 heures, tous les centres de tri de France étaient en grève. Évidemment, le gouvernement avait qu'une peur, c'est qu'il y ait une extension. Tant que c'était les cheminots, comme ils avaient lâché sur les revendications des cheminots, ils espéraient que le feu s'arrête. Et or, nous, on a été la jonction qui a rallumé la flamme. Voilà. Le mouvement social de novembre-décembre 1995, avec des grosses grèves, c'était des grosses manifestations, qui va donner lieu à des nouvelles ruptures dans la CFDT, puisque notamment chez les cheminots, qui étaient au premier rang des mobilisations de décembre 1995, alors que la Confédération CFDT avec Nicole Notas soutenait le gouvernement contre les cheminots. Bon. Donc à la suite de ça, notamment Sudrail va se créer, mais d'autres syndicats, des équipes vont quitter la CFDT, n'acceptant pas une nouvelle fois cette trahison, et vont se tourner vers Sud PTT pour créer des syndicats Sud. Et puis, côté de ces syndicats autonomes avec qui on était en lien, on se dit que le mouvement de novembre-décembre 1995 a montré la nécessité de se structurer, avec l'arrivée aussi de ces syndicats Sud, et de devenir finalement un pôle syndical alternatif aux confédérations classiques. En 1998, donc on va créer une union syndicale interprofessionnelle qui va devenir solidaire. En 1995, ça a été un mouvement extraordinaire. Il y a eu des manifestations, c'est les plus grosses manifestations de toute l'histoire de Saint-Brieuc, ça s'est passé en 1995. Il y a eu des manifestations, il y avait 30 000 personnes dans la rue. La presse a annoncé 15 000, mais c'était minoré. Au final, ce que ça a fait, c'est que ça ralentit le processus de démantèlement de l'État social et des services publics. Nous, le centre de tri, il était programmé pour être fermé en 96-97. Il a fermé en 2012. Donc on a gagné 15 ans. On a gagné même plus que ça, 17 ans, 15-17 ans. Donc c'est vrai que c'est pas glorieux parce que le centre de tri a fermé. Mais s'il n'y avait pas eu 95, il aurait fermé bien avant.